Nos invités politiques nous rejoignent. J'espère en tout cas Laure de la Raudière, bonjour. Vous êtes député UMP d'Eure-et-Loire, bienvenue. Régis Juanico, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de la Loire. Alors, en préparant cette émission, je me suis aperçu que vous vous connaissiez bien tous les deux, en tout cas vous allez bien vous connaître, puisque vous êtes présidente et secrétaire de la mission de simplification législative. Alors j'ai envie de commencer par cela en vous disant, il était temps. Quel est l'état d'esprit de cette mission, Madame la Présidente ? Écoutez, l'état d'esprit est très bon parce que je crois que nous avons l'ambition en fait de faire un travail transpartisan qui permet de travailler sur ce sujet majeur pour les Français, majeur pour les entreprises, dans la durée. Donc pas de faire un coup, je dirais, politique ni pour la gauche ni pour la droite, mais de se dire qu'on peut plus avoir des textes qui font 150 pages comme la loi Allure, et on partage ce point de vue avec Régis. On peut pas avoir un texte qu'on va étudier sur l'économie sociale et solidaire, qui est un texte extrêmement bavard et qui fait 100 pages. On a intérêt à mieux travailler, à faire des lois qui soient des lois réellement normatives et surtout à avoir des lois où nous avons une étude d'impact précise, objectivée en amont et avec des clauses de revoyure après, 3 ans après, 4 ans la loi, pour réellement évaluer de façon objective si les intentions qui avaient été celui du gouvernement et de la majorité au moment de l'adoption du texte ont réellement été atteints. Quelles sont les causes de ce mal, Régis Juanico ? Quel est le mal français qui fait que... Alors on pourra donner des exemples. Il y a 10 000 articles dans notre Code du travail. Chez certains de nos voisins, il y en a 10, 100 fois moins. Il y a 38 formes de contrats de travail en France. Chez certains de nos voisins, il y a en Suisse par exemple, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Quel est ce mal français ? D'où vient-il ? Pourquoi ? Est-ce qu'on complique pour faire sérieux ? Il y a une culture administrative française finalement. On s'est rendu en Grande-Bretagne, aussi en Allemagne, dans les pays du Benelux, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays européens, qui font souvent d'ailleurs des lois plus simples, plus compréhensibles, plus courtes. Mais ce que je veux dire, c'est que la simplification, il faut qu'on la fasse partout. Thierry Mandon, qui travaille avec nous, qui est le rapporteur de la mission d'information parlementaire avec Laure de la Raudière, travaille sur la simplification de la vie des entreprises. On travaille par ailleurs aussi, au niveau du gouvernement, sur la simplification des administrations et de l'État. Bon, c'est très important, notamment supprimer un certain nombre de commissions ou de comités qui aujourd'hui ne servent à rien, faut être clair. Et puis, nous avons aussi choisi, nous les parlementaires, les députés, de regarder comment aujourd'hui on légifère mieux, peut-être moins, mais en améliorant la qualité de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une loi, elle doit pouvoir s'appliquer au quotidien, dans la vie des Français, elle doit être compréhensible, intelligible. Et puis je crois qu'on a tout intérêt effectivement à alléger les procédures et à essayer aussi d'avoir des discussions au Parlement qui soient des discussions qui nous permettent de faire des bonnes lois. Voilà. Il y a un paradoxe assez étonnant. Il y a beaucoup de députés, c'est un autre débat. Ils ont moins de moyens que dans certains pays. Quand on voit par rapport aux États-Unis, les commissions qui peuvent travailler en amont pour chaque député pour préparer des amendements. Et malgré ça, si j'ose dire, dans la précédente législature, en 5 ans, il y a eu 265 lois qui ont été votées. Là aussi, avant de trouver les remèdes, pourquoi ce mal ? Pourquoi les députés ont-ils cet appétit ou l'exécutif a-t-il... Je pense qu'en France, quand le politique, qu'il soit droite ou de gauche, veut montrer qu'il agit, il fait une loi. Et cette culture du politique français, cette culture de l'administration de la loi, comme l'a dit Régis, est assez franco-française finalement. Et c'est un peu un changement de culture qu'il faut inculquer dans le fonctionnement de notre pays, dans le fonctionnement de la politique, dans le fonctionnement de l'administration. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire, les changements de culture. Mais je pense qu'avec quelques mesures phares, et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, on peut avoir un effet de levier pour améliorer le fonctionnement et prendre des lois qui soient plus lisibles, qui soient applicables et qui soient surtout évaluées. C'est-à-dire que, indépendamment du choix politique qui est fait derrière une loi, il faut être certain que ce qu'on a décidé, ce qu'on met en place correspond aux objectifs qui sont fixés et correspond réellement. Si je prends la loi Allure, c'est pour construire des logements en France et pour faire en sorte que la baisse du loyer, qu'il y ait une baisse du prix des loyers. Plus Très bien. d'offres, donc ça, on a un une objectif baisse. général. Maintenant, il serait intéressant que dans 3 ou 4 ans, on regarde si oui ou non, en encadrant les loyers, on a atteint cet objectif. Moi, je ne le pense pas, je suis dans l'opposition. C'est normal, c'est mon rôle d'opposition. Maintenant, la loi a été votée avant-hier. C'est intéressant dans 2-3 ans de se dire, est-ce que ça a marché ou pas ? Et si ça n'a pas marché, est-ce qu'on maintient ce dispositif ou pas ?
Les femmes, vous savez, allez-y. on consacre beaucoup de temps ici à l'Assemblée nationale finalement à discuter la loi en commission, c'est normal, en séance, bien évidemment, on répète souvent d'ailleurs la même chose, il faut être clair. Et puis ensuite, une fois que la loi est adoptée ou promulguée, le travail des parlementaires de contrôle et d'évaluation, qui est un travail vraiment primordial, il est aujourd'hui un petit peu sous-estimé. Et c'est important que les décrets d'application sortent vite après une loi. Parce que les gens, on leur dit, voilà, ça va avoir un impact sur votre vie quotidienne, il faut qu'ils puissent le ressentir. Et puis, il faut très vite, au bout de 2 ou 3 ans, que les parlementaires évaluent les politiques publiques, les lois, et regardent leur efficacité par rapport aux objectifs de départ. Est-ce qu'on a réalisé les objectifs? Et puis aussi, par rapport aux coûts financiers. Est-ce que c'est des mesures qui ont un bon coût en termes, en termes financiers. Voilà. Si je prends l'exemple, en fait, aujourd'hui, dans notre calendrier, on a une semaine par mois, une semaine sur 4 semaines, qui est dédiée au contrôle de l'action du gouvernement. Cette semaine, elle est très faible en termes de niveau. Pourquoi ? Parce que c'est des débats assez généraux, qui vient un affrontement politique droite-gauche, où le gouvernement défend sa politique soutenue par la majorité et l'opposition la critique. On n'est pas dans du concret, on n'est pas dans du précis, on n'est pas en train de revoir si les études d'impact faites sur une loi précédente, si la loi a atteint ses objectifs ou pas. Et c'est ça, peut-être dans cette semaine-là, il faut revoir ce qu'on inscrit à l'agenda. 5 ans pour avoir un droit d'inventaire, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est sûr. La loi, quand elle est mauvaise, exactement. Et supprimer parfois des normes. C'est ce qu'attendent les Français, en fait. Donc Régis Juanico est d'accord avec M. Gattaz quand il dit que les normes stressent les entreprises françaises. Non, pas tout à fait. Je m'en doutais. Ce qu'on attend de Pierre Gattaz maintenant, sur le pacte de responsabilité, parce que c'est ça la question, c'est plutôt que des paroles, maintenant c'est des actes. C'est-à-dire qu'ils nous disent très concrètement, face de l'allègement des charges Monsieur Juanico, qui ont été proposés, qui ont été mis sur la table. Il y a un plan d'économie quand même important, 50 milliards d'euros en 3 ans, les mesures de simplification, donc il y a un ensemble. Les 50 milliards, on attend maintenant de Pierre Gattaz qu'il prenne des engagements sur l'investissement dans les entreprises et sur l'emploi, et puis que tout ça puisse se matérialiser sur les territoires. Alors vous êtes tous les deux, il est temps de se mettre autour de la table, parce que là il y a des petites phrases pour préparer la négociation, il est temps d'attaquer là, non ? Oui, il est temps d'attaquer, il est temps d'avoir des actes. Vous parlez de 50 milliards d'économies, de baisse, d'économies, on les a pas. On a pour l'instant uniquement des paroles du côté du gouvernement. C'est clair, on n'a aucune proposition de loi de finances rectificative. On ne sait pas comment ils vont faire les baisses des charges sociales pour les entreprises, parce qu'on sait aussi que si on supprime le crédit impôt compétitivité entreprise, on sait que pour les bas salaires, avec les exonérations pour les bas salaires, ça aura un effet négatif aujourd'hui, la mesure annoncée. Donc le problème est technique, complexe, et aujourd'hui, on n'a aucune ébauche de solution. Deuxièmement, croire que les embauches se décrètent par contrepartie dans les entreprises, c'est pas connaître en fait le monde de l'entreprise. Une entreprise embauche quand elle a des marchés. Et là, on va enfin baisser le coût du travail, ce qui va permettre aux entreprises d'aller conquérir de nouveaux marchés. Mais on ne sait jamais à l'avance, c'est pas prévisible le nombre de marchés qu'elles vont être capables d'atteindre. Alors autant peut-être que le MEDEF peut prendre un objectif général, mais un objectif entreprise par entreprise, c'est mal connaître à mon avis le fonctionnement des entreprises. Est-ce que c'est pas un problème aussi de l'Assemblée, puisque vous êtes là pour simplifier, mais aussi pour faire progresser, justement ce manque de représentation des gens de l'entreprise dans les élus, et est-ce que les gens finalement qui légifèrent sont toujours vraiment en phase avec ce qui se passe dans le pays ? Oui, parce que tous les députés, que ce soit la majorité ou de l'opposition, sont sur le terrain, Patrick Chêne. Donc c'est vrai que on est ici le mardi, mercredi, le jeudi, d'ailleurs, pour légiférer, pour contrôler, pour évaluer, mais tout le reste de la semaine, dimanche compris, nous sommes sur le terrain. Donc les visites d'entreprise, nous en faisons très très régulièrement. Connaissons le monde des PME, des TPE, bien évidemment. Donc nous connaissons ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le dialogue social sur le pacte de responsabilité prenne enfin corps. Ça va être le 28 février. Mais il faut qu'il ressorte de cette discussion, de cette réunion
entre les employeurs et les salariés, des choses concrètes. Les Français l'attendent. Deux sujets encore, si vous voulez bien. On va commencer par un sondage à propos des municipales qui nous dit que finalement le centre et la droite auraient 46% d'intention de vote, ce qui n'a pas évolué, il n'y a pas de tendance, puisque c'est égal avec ce qui se passait il y a un peu plus d'un mois. Au niveau de la gauche, on a 2 points de mieux à 43, on est un peu dans la marge d'erreur aussi. Le Front National est à 8%, en baisse d'1 point. Plus globalement, sans s'arrêter à ces chiffres précis, puisqu'il y a des marges d'erreur, évidemment. Comment expliquer que l'UMP ne profite pas plus, finalement, du désamour, quand on voit le président de la République à 20% d'opinion favorable, quand on voit qu'il y a une grogne dans le pays, et que finalement, l'UMP ne semble pas, l'UMP, le centre et la droite républicaine ne semble pas tirer profit de tout cela. Ça vous trouble ? Mais ce qui me trouble, en fait, c'est ce que je vois sur le terrain. C'est finalement une campagne qui démarre très tard, avec une faible mobilisation de la population, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et pour autant, je pense qu'on va avoir vraiment des surprises de montée de la droite républicaine dans beaucoup de villes. On est un peu dans la situation dans laquelle on était en fait en 83, où il y a eu, après 2 ans de François Mitterrand, une grande vague de droite aux élections municipales, par d'abord un phénomène de sanction de la politique nationale, et deuxièmement, une abstention en fait des électeurs qui sont traditionnellement à gauche, qui n'ont pas été votés. Et moi je pense qu'on est vraiment dans ce contexte-là. Bien sûr, on sait que les élections intermédiaires au niveau local sont jamais favorables au pouvoir en place. Bon. Donc on ne s'attend pas à gagner des villes supplémentaires. Mais on voit quand même que, si on prend les intentions de vote, mais il faut être très prudent, parce que là, elles sont nationales. Mais dans des grandes villes, par exemple, on voit quand même que les maires qui ont un bilan, qui ont une équipe, qui développent leurs projets locaux sur des enjeux locaux, personnes âgées, petite enfance, qualité du service public, transport, etc., etc. Enfin, la vie quotidienne des Français. Ceux-là résistent plutôt bien. On va voir. Le risque, c'est quand même les villes moyennes, on le sait, et l'abstention des électeurs de gauche, qui attendent des résultats. Alors nous, on leur dit, puisqu'il ne faut pas mélanger complètement les enjeux locaux et nationaux, que les résultats commencent à venir. On le voit, hein, sur la croissance, 4e trimestre 2013, meilleur que prévu, l'investissement qui repart. Moins mauvaise, soyons honnêtes. Vous aviez prévu de nouveau 0,8% en 2013, oui. Et on est à 0,4 au lieu de 0,3 annoncé. Non mais Laure, vous ne pouvez pas contester qu'il y a des indicateurs économiques qui repartent. Oui, mais le pacte de responsabilité, c'est pour consolider. Ça repart très lentement et beaucoup moins vite que dans les autres pays européens. C'est pour ça qu'il faut faire le pacte de responsabilité. Et moi, je pense qu'avec ces discours, Régis, on va être vraiment dans une désaffectation des électeurs sur les élections municipales. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une élection où ils choisissent leur maire. Donc il faut que les électeurs aillent voter. Dernière question, l'influence des réseaux sociaux sur les récents débats et mouvements. Je prends un exemple. Hier, il y avait un film sur Arte qui s'appelle Tomboy. Et on a eu une association qu'on connaît qui s'appelle Civitas qui appelle sur les réseaux sociaux à harceler Arte au téléphone, etc. pour empêcher la diffusion d'un film. Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que vous condamnez cela? Et est-ce que le politique peut faire quelque chose? Est-ce que je condamne? Attendez, c'est un moyen de liberté d'expression. Moi, je suis favorable à la liberté d'expression, qu'on soit d'accord ou non avec ce que prône Civitas, qu'on soit d'accord ou non avec ce que prône tel ou tel organisme. Ils utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer. Pour dire harceler, téléphoner, alors, voilà le numéro de téléphone, allez-y. Deux choses. Donc ça, la liberté d'expression, je la défendrai toujours. Deuxièmement, soit ils sont dans l'excès, ils sont dans le harcèlement, ils sont dans quelque chose qui est condamnable d'un point de vue légal, sur s'ils enfreignent la loi, et dans ce cas-là, il faut qu'ils soient attaqués. Mais on ne peut pas, a priori, encadrer l'usage des réseaux sociaux tel qu'il est fait, et si vous voulez, si ça respecte la loi, moi je trouve qu'on n'a pas à encadrer l'usage des réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est un formidable moyen pour pouvoir s'exprimer. Hein. Nous-mêmes, on l'utilise. Hier, j'ai beaucoup tweeté sur la question des évadés fiscaux, puisqu'on a des premiers résultats. On va en parler avec nos éditorialistes. 15 milliards d'euros d'avoir, et donc peut-être 3 ou 4 milliards d'euros qui vont pouvoir être récupérés. Mais c'est aussi un formidable danger, on le voit bien, parce qu'il y a une propagation de fausses rumeurs ou de mensonges aussi à travers les réseaux sociaux. On l'a vu sur la question de la théorie du genre à l'école, et ça nous échappe un petit peu. Déjà, ça échappe aux politiques. Très difficile aujourd'hui à pouvoir maîtriser ces Est-ce que c'est votre rôle de le contrôler? Ah non, c'est pas notre rôle. Mais il faut le prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, on a une vie politique qui n'est pas du tout organisée pour pouvoir, à un moment donné, aussi rectifier la vérité vous savez, sur ce type de mensonge. Sur Internet,
c'est toujours la parole officielle en fait qui a plus de poids que les rumeurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi, comme vous dites, qu'on le prend en compte, nous politiques, les institutions, et je trouve que les institutions ont fait des progrès, hein, bien sûr, depuis 2007, depuis 2008, il y a un site de l'Élysée, il y a un site de Matignon, il y a un site Twitter. L'image que renvoient les institutions n'a mais... pas fait de progrès, en revanche. Quand on voit les sondages, voire la presse aussi, non, tout ce qui est... Non, mais je pense qu'il faut que les institutions prennent en compte les réseaux sociaux pour communiquer. La parole officielle aura toujours plus de valeur. Et il faut qu'il y ait beaucoup plus de réactivité de la parole officielle sur Twitter, sur Facebook qu'aujourd'hui. Merci en tout cas à vous deux d'avoir entamé cette journée avec nous. Je rappelle d'abord que vous faites partie de la même commission de simplification du travail législatif notamment. Laure de la Raudière, vous êtes députée MP d'Eure-et-Loir. Régis Juanico, député PS du beau département de la Loire. Excusez-moi, je connais un peu mieux que l'Eure-et-Loir. Mais n'en déduisez rien. Il y a un point commun, la Loire. Voilà. Non, c'est le Loir. C'est un affluent.